Nous sommes dans la salle de marché de Crescendo Trading après une conférence qui a été donnée par Pascal Trichet avec l'AFAT. Pascal, je vais vous laisser nous parler de l'AFAT, des projets. Est-ce que ce type d'événement est récurrent et où est-ce qu'on peut retrouver donc, toutes vos nouveautés? L'AFAT, c'est l'Association française des analystes techniques qui dépend d'une fédération internationale qui s'appelle l'IFTA. L'AFAT propose dans ses activités moyennant une cotisation annuelle des ateliers, des webinaires mensuels, une université de printemps, une université d'automne, une bibliothèque pour ses adhérents, un forum sur son site internet. Globalement, une sorte d'échange commun et multiple sur différents thèmes autour de l'analyse technique et du trading. Très bien. Là, ce soir, vous avez abordé des thèmes précis. Est-ce que vous pouvez revenir en résumé sur ce qui s'est dit? Alors ce soir, nous avons abordé sous forme d'atelier, c'est-à-dire avec une présence des différents adhérents qui ont bien voulu se déplacer, nous avons abordé le thème du marché des futurs. En l'occurrence, une description de ce que c'est qu'un contrat futur, de la façon dont on le trade avec des exemples concrets. Ensuite, des différents types de contrats futurs que les particuliers traders ont en général le plus à faire. Et puis, on a complété en essayant d'expliquer comment l'analyse technique peut se prêter le plus possible au trading des contrats futurs, en particulier en intraday. Très bien. Ce qu'on peut entendre dans les échanges et dans les personnes qui sont présentes, c'est peut-être un aspect qualitatif des formations qui sont données et des conférences. Est-ce que c'est un point sur lequel vous mettez l'accent, la qualification et l'expérience, on va dire la crédibilité des intervenants choisis par la FAT? Alors je vous remercie de qualifier les intervenants AFAT à ce niveau de compétence. Effectivement, c'est une volonté et de notre président et une volonté historique d'avoir toujours voulu porter l'analyse technique à un niveau différent du B à bas ou du commun qu'on peut trouver sur plusieurs sites internet. C'est une réflexion parfois très avancée avec des analystes techniques mondiaux, internationaux reconnus, comme Martin Prig, qui a eu l'occasion de se déplacer pour nous lors d'une université d'automne. Que dire d'autre? Oui, on met effectivement très en avant cet aspect qualitatif pour porter un assez haut niveau de réflexion et nos ateliers et nos webinaires. Parfait. Pour devenir adhérent, membre de l'AFAT, on en avait parlé avec votre président il y a une semaine au salon Actionnariat. Est-ce que vous pouvez rappeler les conditions? Et les engagements également. Il vous suffira de vous connecter sur le site afat.fr, www.afat.fr ou afat.com, où vous trouverez le bulletin d'adhésion. Il ne vous en coûtera, j'allais dire, que 95 € annuels. Ça vous donne accès à tous les services que j'ai énumérés tout à l'heure. Je me permets de les répéter. Les webinaires, une analyse des revues, une analyse des marchés mensuellement, tous les derniers jeudis du mois. Une participation à nos ateliers qui sont maintenant retransmis grâce à vous, vidéo bourse et sur notre site internet, et un bref échantillon qu'on retrouvera à l'issue de cette interview, et la bibliothèque et l'accès au forum et l'université de printemps, l'université d'automne. Donc moyennant, je redis, une cotisation de 95 € annuels. Typiquement, les gens qui étaient là ce soir, c'est inclus dans ce forfait. Ils sont venus ensuite gratuitement, ce soir en tout cas, après avoir payé leur abonnement de 95 €, ils peuvent accéder à ce type de conférence. Typiquement, oui. Parfait. Dernière chose, vous l'avez un peu dit, sur Vidéo Bourse, on diffuse avec cette interview quelques extraits de la conférence qui s'est tenue ce soir, et l'intégralité de cette diffusion est disponible pour les membres de la FAT sur le site de la FAT. Merci Pascal. Merci monsieur Labrousse. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Admettons. Soit traité sur le One Chicago pour les actions US ou sur le REX pour les actions européennes. En fait, il y a un indice boursier où il y a des options et des futurs sur chaque titre, c'est le S&P 100, l'OEX. C'est pour ça qu'il est créé en indice boursier, c'est qu'il est très spécial. Oui, mais monsieur dit qu'on a carrément affaire à des futures actions. Oui, non, mais c'est bien ce que je dis. C'est chaque valeur de l'OEX, il y a un futur sur l'action, il y a des options sur l'action. Ah voilà, c'est l'avantage d'être très clair. C'est l'intérêt de l'OEX. Qui avait des options sur actions, donc je voulais bien croire, mais qui avait des futurs sur actions, là vous m'apprenez quelque chose. Et c'est des contrats liquides? C'est les seules actions américaines où tu as du trading haute fréquence, de toute façon. Sinon, le trading haute fréquence, c'est finance. Et là-dessus, il y en a parce qu'en effet, il y a le futur et il y a l'option là-dessus. Donc ça permet des arbitrages dans tous les sens.
On est prêt, Fabien? Y compris le magasin. Vous prenez le train en route. Enfin, Oui. je veux dire, vous renvoyez vous me dites quand on est prêt. Bon, je remercie la FAT de m'autoriser à présenter ce soir dans les locaux de Crescendo Trading une approche sur les contrats futurs et le peu qu'on puisse en parler un peu, l'analyse technique sur les contrats futurs. Nous allons tout de suite décliner ce que c'est qu'un futur. C'est un contrat qui est négocié entre deux contreparties. La première chose importante à retenir, c'est qu'on a affaire à une chambre officielle, à contrario des CFD, par exemple, qui est un marché de gré à gré. On va traiter une quantité déterminée d'un actif sous-jacent, ça va être par exemple 2 contrats futurs CAC 40, vous pouvez à partir de 1, 5, 10 contrats futurs CAC 40. À une date déterminée parce que les futurs sont cadencés par des dates d'expiration. Pour le futur CAC 40, tous les 3e vendredis du mois à 16 h. La prochaine échéance courante, aujourd'hui 28 ou 29 novembre, c'est le 16 décembre 2016, et à un prix convenu à l'avance. Par exemple, vous allez acheter le CAC 40 futur à 4450,5. On décline un petit peu plus précisément ce qu'est le futur CAC 40. C'est un contrat qui vaut 10 € par point de cotation. J'expliquais que quand le futur CAC 40 passe de 4450 à 4451, il y a un point de cotation en jeu, donc la variation élémentaire du futur CAC 40 sera de 10 €. Il cote tous les 0,5. Et on avait pris l'exemple d'un trader qui achète par exemple un contrat futur le 8 janvier à 3100, en dehors des mécanismes de la chambre de compensation qui rentrent en jeu tous les soirs à 18h15, il décide de revendre un jour ou quelques jours plus tard son contrat à 3130, donc ça fait une variation élémentaire en nombre de points de 30 points, donc fois 10 € le point de cotation, il aura gagné 300 €. A contrario, s'il a été acheteur du contrat futur à 3100 et que le contrat passe à 3070, qu'il le vend à ce moment-là, il aura perdu 30 points de cotation, donc il aura perdu 300 €, hors frais de courtage. Alors, l'appel de marge. La chambre de compensation dont on parlait, qui permet de traiter ces contrats futurs, monopolise un dépôt ou un dépôt de garantie de 3600 € pour le futur CAC 40 à l'heure actuelle. Cette marge peut un peu varier en fonction des conditions de marché. Alors je passe maintenant à l'historique, un bref historique. Le premier contrat est né en 1982 sur ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle toujours, je ne sais pas, le value line. C'était, je crois, savoir des valeurs adossées à des fonds américains. Après, le S&P est arrivé sur le marché des futurs à côté un peu plus tard, et le CAC 40, lui, est né en novembre 1988. Donc ça fait à peine 30 ans. Enfin, ça fait déjà 30 ans, ou à peine 30 ans, ça dépend de quel point de vue on se. Les places et les marchés. À Paris, on a pour le CAC 40 le NYSE Life, on a l'Eurex pour le DAX allemand, et en dehors de ça, on a plusieurs places américaines, le CMI, le NYMEX, à Londres le LMI, Osaka pour le Japon par exemple, mais ce ne sont que des exemples. Par exemple, il y a beaucoup de mouvements entre les différentes chambres de compensation et les places officielles. Par exemple, le COMEX a été racheté par le NYMEX, et le NYMEX a lui-même été racheté par le CMI en 2008. Voilà. C'est tout ce qu'on dira sur l'historique. Bon, alors, pour détailler un peu plus le futur CAC 40, on a toujours 2 échéances mensuelles courantes. Par exemple, à l'heure actuelle, on va avoir décembre et janvier 2017. L'échéance est définie, comme je vous ai dit, le 3e vendredi du mois à 16 h. Et on a des échéances trimestrielles qui suivent en mars et juin. Donc 2 échéances mensuelles et 2 échéances trimestrielles. Qu'est-ce que tu entends par courante? L'échéance courante, c'est le futur le plus proche à traiter. C'est-à-dire que là, la prochaine échéance du futur CAC 40, c'est le 16 décembre 2016. C'est ce que j'appelle l'échéance courante. Mais la volate commence une semaine avant, hein, le vendredi d'avant. La volatilité?
La volatilité, elle peut Pas sur le intervenir. marché américain, maintenant, le CAC, je ne sais pas. La volatilité, elle peut intervenir plus ou moins à tout moment. La volatilité, qu'est-ce que vous avez voulu dire? La volatilité, elle commence une semaine avant. Il faut commencer à trader, une semaine avant le troisième vendredi du mois. Il faut pas, vous avez dit? Il faut commencer à trader le deuxième vendredi de l'échéance qui vient. Et pas attendre le troisième. Ben, ce qui se passe au plus proche de l'échéance, c'est que vous allez déjà avoir moins de liquidité. Les gens se reportent facilement sur l'échéance d'après. Au-delà de ça, la volatilité, je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire, elle apparaît plus ou moins à n'importe quel moment de marché. C'est pas parce que je suis proche de l'échéance que j'ai plus ou moins de vol. Hein. Non, je crois pas. Bon. Alors le futur, je vous l'ai dit, 10 € par point de cotation de CAC 40, côté tous les 0,5. Alors on va comparer, je crois que c'est le dispositif d'après, compensé à 18h15. Alors en termes d'ouverture de cotation, c'est de 8h à 22h. Donc, bon, bah, c'est pas plus compliqué que ça. Le marché ouvre à 8h et clôture à 22h. Alors typiquement, certains brokers sur leur offre CFD vont se caler sur cet horaire-là pour leur cotation CFD. 8h, 22h. Mais quand même, certains brokers proposent une cotation 24-24 du CFD 440 par exemple. À ce moment-là, ils vont copier un petit peu ce qui se passe sur le mini futur S&P et ils vont essayer de répliquer l'évolution mondiale des bourses, en particulier du mini S&P. Bon, ce qui revient à dire que vous pouvez avoir des CFD qui sont cotés de 8h à 22h, qui se calquent plus ou moins sur le futur CAC 40, sachant que le CAC cash ouvre, vous le savez, à 9h et ferme à 17h35. Et sinon, certains CFD se calquent sur d'autres futurs, en particulier le mini S&P américain. Alors le futur DAX. Le futur DAX, c'est un petit peu plus lourd, comme on a l'habitude de dire, parce que c'est 25 € le point de DAX. Mêmes horaires de cotation. Quand vous allez avoir, je fais un petit peu plus loin dans la présentation, une comparaison sur les variations relatives, les variations absolues, et pour un même pourcentage de variation, que se passe-t-il sur le DAX, que se passe-t-il sur le CAC, que se passe-t-il sur l'Eurostock 50, pour que vous puissiez mesurer, si vous voulez aborder le marché des futurs, à quelle variation absolue en euros ou en dollars vous avez affaire par rapport à une variation relative identique. J'essaie de vous faire un tableau comparatif. Ils ont fait le mini-DAX. Alors le mini-DAX, j'en parle pas là. Le mini-DAX c'est ouvert depuis à peu près la fin de cet été, depuis octobre, admettons, à peu près. Je n'ai pas la date exacte en tête, mais ça va être 5 € le point de DAX. Le futur mini S&P, 50 $ le point de S&P. Alors ça peut paraître démesurément plus important que par exemple le futur DAX, et en fait pas du tout, parce que comme on va le voir après, la valeur faciale du S&P, elle est guère que de 2200 à l'heure actuelle, à peu près. Tandis que la valeur faciale du DAX, elle est de 10 000 et quelque chose. Et c'est coté par quelle décimale Alors je n'ai pas précisé ça, c'est une bonne remarque. Le mini S&P est coté tous les 0,25. Tous les 0,25 points de S&P. Donc c'est 12,50 $. 12,50 $. J'ai quand même une diapositive qui reprend ça un peu plus loin. Alors la cotation du mini S&P, c'est un peu particulier parce que ça ne cote pas pendant 1h15. Ça ne cote pas entre, après je ne me trompe pas, ça ne cote pas entre 22h15 et 22h30 et ça ne cote pas entre 23h et minuit. Mais c'est intéressant, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir assez facilement être overnight sur un contrat futur mini S&P. Il va en général rien ne se passer de grave entre 10h et 22h15 et 22h30 et entre 23h et minuit. Il n'y a quasiment plus aucun marché d'ouvert. J'ai rarement vu des variations extrêmement importantes sur le mini S&P. Je ne vous incite pas à aller directement être overnight sur le mini S&P, mais c'est plus confortable. Vous n'aurez jamais un taux de cotation, enfin vous n'aurez jamais, attendons-nous, hein, si un avion tombe sur la tour du 21 septembre à 22h45, il ne faut pas, évidemment le contrat futur S&P va varier beaucoup, mais on peut plus facilement porter un futur mini S&P, tandis que par exemple un contrat futur DAX, vous le laissez ouvert
à 10 000 par exemple, vous pouvez vous retrouver avec un trou de cotation facilement de 100 points le lendemain matin. Ne serait-ce que 100 points, vous êtes à la rue de 2500 euros. On a une idée du dépôt là, pour le NAC, ça fait... Je ne l'ai pas en tête. Je ne l'ai pas en tête. C'est une bonne question. On va regarder sur... Il est près tu connais 14 000 euros. 14 000 euros. Ah ouais, il a grimpé. Je crois que c'est plus que ça. Je crois que c'est plus que ça. Surtout, ça dépend de ton broker. Ça dépend de ton broker. Il te le fait à la gueule, carrément. Alors, il y a des dépôts, des déposites, des appels de marge qui sont officiellement fixés par la Chambre de compensation, sur laquelle se calquent certains brokers. Par exemple, Saxo, pour ne citer que lui, est calqué sur la Chambre de compensation. Ça va être 3600 à l'heure actuelle sur le futur CAC. Je crois que c'est plus sur le futur DAX. Ça, c'est plutôt de l'ordre de 22 000. Hein. Sur la marge officielle demandée par le REC, c'est 22 000. Il me semble. On pourra vérifier. Je crois que c'est plus que 14 000. Mais peut-être. Alors, par contre, ce que dit Jean-Étienne, ce qui peut se produire, c'est que certains brokers, pour ne pas le citer, ProRailTime, par exemple, ou Interactive Broker, va vous demander moins en appel de marge sur un contrat futur. Et puis alors après, vous pouvez avoir des variations du style, le broker vous demande un certain appel de marge pour l'ouverture de position, et puis dès que vous êtes en ouverture de position, il réduit votre marge. Ah bon. Ne me demandez pas pourquoi, mais il fait comme ça. Comme il y en a qui ProRailTime, ils font comme ça, par exemple. Ils vous demandent moins que la moyenne, moins que la chambre officielle pour l'ouverture du contrat futur CAC, par exemple, il vous demandera moins de 3600 euros de dépôt. Et puis juste après, dès que vous avez ouvert votre contrat, il considère que soit vous suivez la position, soit vous êtes en position, si vous faites attention, il vous réduit votre appel de marge juste après. Façon de faire. Ouais, comme il y en a qui compensent aussi si vous prenez des options. Ah oui, alors ça c'est un autre problème. Ouais, Le hedging, il y en a qui le font et qui ne le font pas. il y en a qui le font et qui le Saxo font ne le fait pas. Saxo ne le fait pas. fait. Vous êtes en poudre synthétique, Ouais, par exemple, sur Saxo. Un poudre synthétique, en deux mots, c'est avoir vendu un futur protégé par un achat de call. Saxo vous compte l'appel de marge pour l'ouverture du contrat futur. Ouais. A contrario, pour ne reprendre que celui de l'option, plus celui de l'option. plus celui de l'option. Si c'est un achat, en général, ça ne pose pas trop de problème. Ouais, ça. Mais sinon, pour prendre l'autre exemple de ProRailTime, dès que vous ouvrez un contrat option dans le sens protégé de votre inverse de contrat futur, je veux dire, vous êtes, oui, compense. Tout à fait. Compense. Alors, une petite comparaison de ce que peut être cette histoire d'appel de marge par rapport à un contrat futur et par rapport à un CFD. Là, j'ai pris un contrat futur, donc un appel de marge de 3 600 euros monopolisé sur un capital de 50 000. Ça fait 7,2% du capital. Tandis qu'un CFD, à équivalent, même variation du contrat futur, vous allez attaquer le marché avec 10 CFD, à 1 euro le CFD de CAC. On vous demande seulement 2% de la valeur faciale de votre position CFD. Donc on vous demande seulement 960 euros d'appel de marge sur votre position CFD. Alors vous allez me dire, vaut mieux traiter les CFD que le futur. Pour l'appel de marge, potentiellement oui, mais pas pour l'aspect que le CFD est de gré à gré et que le futur est dépendante d'une chambre officielle. Et puis non plus, pas pour le fait que le spread est beaucoup moins important sur le futur CAC, par exemple, que le serait sur le CFD. Là, vous avez déjà perdu 2 points, un point, on va dire, 1,5 point, on ne sait pas exactement en fonction du broker, sur votre entrée en position, tandis que là, vous avez perdu que 0,5 points de spread, potentiellement. Mais, vous pouvez être plus exposé, c'est ce mot que je cherchais, vous pouvez être plus exposé sur le marché des CFD pour une même valeur faciale que pour un contrat futur. Comparaison de spread, le futur CAC 0,5, le CFD CAC de 1 à 2 points. Alors là, on va passer parce on y reviendra si on a un peu plus de temps. Alors, variation, alors après, en termes de terminologie, on parle de tick size. Alors, le tick size, c'est la variation élémentaire de la valeur faciale. Donc, pour le futur CAC, c'est 0,5 comme on l'a vu. Pour le futur DAX, c'est 0,25, ça répond aux questions que tu posais tout à l'heure. Pour le futur Eurostock, c'est 1 point d'Eurostock. Pour le futur S&P, c'est 5,10,5. Et pour le futur S&P, c'est 0,25.
Donc c'est le tick size, ça va être la variation élémentaire de votre contrat futur.